Soundstripe. Buenas tardes, una gran satisfacción y una gran alegría el recibiros hoy en Madrid, decía ayer, capital de las artes, de las letras y, durante estos días, capital de la abogacía del mundo en España. Bon après-midi à tout le monde. Je disais hier que j'ai une grande joie de vous recevoir tous dans Madrid, capitale des arts et des lettres, mais pendant ces jours, capitale de l'advocacy à l'échelle mondiale. Good afternoon. I'm very happy to be here and to see all of you after these 2 years that we didn't meet each other as much as we loved in Madrid, which is a great city, capital of the arts and the letters, and during these few days, capital of advocacy in the world. Today, I would like to open the Senate of International Senate of Collective Members. Each of you, do a great job, and we will devote the debate to the making the rule of law understood and valuable. And we are witnessing, all of us, infringements of the rule of law, and not necessarily in very distant countries. Sometimes it's very close, and even in our own countries, we can perceive initiatives that are not contributing to a good quality of rule of law. I think we can make a distinction. One thing is that the respect of the law prevails, but sometimes it deteriorates. And we have to fight together with the authorities and also with the public to spread the message that the rule of law is good, that human rights are there to be respected, and society will gain a lot about that. I don't know whether you need translation into French or Spanish. And now we're going to have some videos from the different institutions that have supported us. You have translation, no? Excellent. And now we're going to have the videos from the different sponsors. So please go ahead with the videos. The current legal system in Hong Kong was first initiated by the British in the 19th century. Today, the Law Society of Hong Kong has over 10,000 members, including registered foreign lawyers from 30 jurisdictions.
In addition, the high proportion of female lawyers reflects the diverse, inclusive, and dynamic character of the Law Society. The Law Society is both the self-regulatory body and professional association for solicitors in Hong Kong. It is entrusted that the duty to monitor the conduct of law firms and lawyers to maintain the highest standards. Meanwhile, the Law Society actively organizes training courses for members, such as continuing professional development and risk management education programs. The Law Society allocates resources to provide relevant and effective support to members, including organizing regular seminars to inform members of the latest development in the law and to facilitate the sharing of experiences on, for example, partnerships with mainland Chinese community. In the coming years, the Law Society will continue to uphold its vision and mission to safeguard and ensure the fair administration of justice while serving the legal profession. So thank you very much once more, el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. Aquí tenemos a la decana. El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Desafortunadamente la decana está con cólico nefrítico y me ha pedido que les transmita sus sinceras disculpas por no poder estar acompañándonos hoy. Y al Colegio de Abogados de Hong Kong, the Law Society of Hong Kong. Quisiera pasarte la palabra y disculparme porque me voy a quedar ahí un ratito con vosotros, pero tengo que ir a inaugurar otro foro. Muchísimas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias, querido presidente, por esta presentación, por tus palabras, por estar hoy también acompañándonos aquí en el Senado y felicitarte, sin duda alguna, por la organización de este magnífico Congreso de la UIA, un congreso que por fin nos ha congregado aquí en la preciosa ciudad de Madrid, después de quizás, podríamos decir ya casi año y medio, quizás más largo, de haber vivido uno de los momentos más complejos de la historia moderna, no solo en términos de salud, sino también a nivel económico, social. Y por lo tanto, bueno, pues hoy mejor que nunca adquiere precisamente sentido que los profesionales del mundo de la justicia, aquellos que nos caracterizamos por tener esta sensibilidad y el compromiso por el mundo del derecho y la justicia, nos hayamos congregado aquí en Madrid provenientes de todos los países del mundo, provenientes de todos los colegios de la abogacía del mundo, precisamente en el mismo Senado como nos encontramos hoy, que es precisamente lo que da fuerza, ¿no?, a lo que es la garantía del derecho de defensa. La abogacía garantiza el derecho de defensa y nuestras instituciones, nuestras corporaciones lo que hacen es garantizar precisamente esta garantía. Por lo tanto, somos los últimos y máximos garantes de las libertades y de los derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, agradeceros a todos que estéis hoy aquí y que podamos pues, empezar realmente con esta reflexión, con este debate que vamos a tener con unos magníficos presidentes también de sus instituciones que tengo el honor de que me acompañen hoy y que serán luego posteriormente presentados por Aldo Bulgarelli. Pero yo sí quiero hoy hacer unas reflexiones antes de empezar el debate que yo creo, estoy convencida que vais a compartir. Y es que hoy la abogacía ejerce una función social que se pone a manifiesto a través de las trascendentales funciones que el ordenamiento jurídico nos reserva respecto a la asistencia a la defensa letrada. Aquí en España es nuestra Constitución, en su artículo 24, que precisamente reserva a la abogacía en exclusiva la defensa y representación de la ciudadanía para reivindicar sus derechos. Por lo tanto, mediante estos aseguramos precisamente la continuidad del Estado social y democrático de derecho. Y nuestra función deviene trascendental en un mundo moderno, en un mundo que apuesta por el progreso y que apuesta por la garantía del Estado de Derecho. Y precisamente lo que hacemos es ayudar a la ciudadanía a acceder a los tribunales. Y reivindicamos también sus peticiones frente a la administración pública como manifestación también última del imperio de la ley. Por eso hoy también podremos reflexionar precisamente sobre dos aspectos fundamentales que nos caracterizan a la abogacía, que son la independencia y la integridad de aquellos que ejercemos precisamente la abogacía, asegurando en todo momento que su actuación se preste ajena a cualquier injerencia y con un escrupuloso respeto a las normas deontológicas.
Nosotros, precisamente los colegios de la abogacía, no dejamos también de actuar como contrapoder frente a los posibles abusos de los poderes públicos. Y, por lo tanto, hemos de alzar la voz reivindicando precisamente para ser este contrapoder al poder público esa independencia que nos ha de caracterizar y que nos ha de hacer abanderar de una manera firme y decidida. En el marco de un mundo crecientemente global y complejo, precisamente, no debemos dejar de inspirarnos, como también decía el presidente, en los valores humanistas y en los derechos humanos que se proclamaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, después de haber vivido uno de los episodios más tristes y oscuros de la historia contemporánea, como fueron las guerras mundiales, y supuso precisamente convertir la diversidad en riqueza y la inclusión en una virtud y renunciar a los egoísmos excluyentes, algo que hoy hemos de ser capaces de reivindicar y alzarnos precisamente como la voz de la renuncia a los egoísmos excluyentes. En este sentido, la necesidad de vigorizar las instituciones, conforme a los postulados de la democracia, se ha recogido como una prioridad global en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es precisamente el que da título a la conferencia de hoy, Making the Rule of Law Understood and Valued. Y, por lo tanto, pues va a ser lo que vamos a debatir precisamente con realmente siendo una oportunidad la sesión de hoy para hacerlo con unos profesionales de primer nivel. Sin querer extenderme más, sí hoy, queridos amigos y queridas amigas, quiero hacer valer que existe una necesidad urgente de quienes nos dedicamos con vocación al derecho y a la justicia para que nos unamos y consolidemos redes de apoyo para proteger los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Así que con este, digamos, alegato, pues paso ya la palabra, que yo creo que estará conectado online mi querido amigo Aldo Bulgarelli, co-director conmigo for Collective Members. Vamos a ver si lo conectamos. No te oímos, Aldo. Ahora creo que Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, María Eugenia, por tus palabras tan importantes y profundas de introducción. Y je suis désolé d'être pas avec vous dans la fantastique ville de Madrid aujourd'hui, mais malheureusement, mon agenda avait empêché un peu d'être là comme j'aurais souhaité. My privilege today is to introduce some formidable speakers. The first of them is Sheila Boston, who is the president of the New York City Bar Association. She is the 69th president, but most important of all, she's the first woman in color to serve as the organization's president in 150 years of history of the New York City Bar Association. Best compliments, Sheila. Sheila, of course, is a lawyer. She's a litigation partner in Arnold, Porter & Kay & Schuler LLP. She deserved a lot of prizes and accolades. It's not possible to quote all of them because she should have spent all the day for this. But one of them struck me particularly because she was recognized, imagine, as a legal lion trial attorney by Law 360. So she's a very, very fierce defender of the rule of law. And of course, she works a lot also for the Pro Bono and Hiring Committee, a very active participant in bar associations, and a lot of tasks she did in her fantastical career. Please, Sheila, the floor is yours. Muchas gracias, Aldo. I so appreciate you. Greetings to all from the United States. I am Sheila Boston, 59th President of the New York City Bar Association, and I'm delighted to participate in this important program, Making the Rule of Law Understood and Valued, UN SDG 16. I'm honored and humbled to be representing the City Bar, which I call the Bar of Hope, because these topics are so central to the legal profession throughout the world. And frankly, we need to turn the megaphone up a few notches about this. Thank you to the International Association of Lawyers for shining a spotlight on these issues, and frankly, for giving me that megaphone. I would like to speak with you about three things.
the work of our UN committee at the City Bar with respect to SDG 16, the work of our task force on the independence of lawyers and judges, and the work of our rule of law task force. I want to spread the word about this work for two reasons. One, to hopefully inspire other groups, such as all of yours, to establish similar working groups or committees within your own organizations. And secondly, to publicize the importance of the issues about which they have been most vocal. So first, SDG 16. In a transition memo in March 2021, the City Bar's UN committee urged the Biden administration to make Sustainable Development Goal 16, which promotes peace, justice, and strong institutions, a priority for the United States, as it facilitates the achievement of the other SDGs and furthers the foundational principles of the United Nations Charter. The way I understand the SDGs, they were adopted by the UN General Assembly in 2017 in order to achieve a better and more sustainable future for all. Now, that seems like a goal we should all be able to get behind. And we don't have the luxury of time, as our younger generations seem to inherently understand. The resolution has a target that these goals be met between 2020 and 2030. The time will fly by before we know it. Specifically, SDG 16 aims to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. Now, again, something I think we should all be able to get behind, even if it's really hard work. And we know that it's hard work because even when we agree on a goal, we as lawyers especially don't always agree on the best way to get there, right? So the City Bar has urged the United States government to be a leader here, to make attaining progress on SDG 16 a priority in its approach to domestic policy, its work with the United Nations, and its support of international development. Why is this so important? Well, one data point, quite frankly, astonished me. In 2019, 100 civilians per day were killed in armed conflict around the world. And 79.5 million people fled their homes because of persecution and conflict. This kind of instability threatens international security and harms the national security of the United States. That's where the US policymakers can find consensus. Achieving the goals set out by SDG 16 not only supports peace within and among the nations and the international community, but it also supports and protects our own security interests. And of particular relevance to lawyers, one of the objectives of SDG 16 is to resolve international disputes through peaceful means. Okay, the importance of an independent system of justice. When we talk about resolving disputes peacefully, I think we can all agree that the hallmark of that process is an independent judicial system. The committee that focuses on this issue at the City Bar is called the Task Force for the Independence of Lawyers and Judges. The task force applies the United Nations basic principles on the roles of lawyers to increase awareness in the legal community and the public at large about the importance of the independence of lawyers and judges to the maintenance of the rule of law in civil society. The task force also advocates on behalf of lawyers and judges who are threatened or persecuted by governments or others for discharging their legal responsibilities or pursuing their professions. Monitoring and speaking out about infringements of judges and lawyers' abilities to perform their professional activities around the world is no small undertaking. In the 4 years since its founding, the task force at the City Bar has issued nearly 40 statements and reports in defense of lawyers and judges' independence in performing their professional duties. And these include letters decrying everything from the intimidation to the detention to the killing of lawyers and judges, and in all kinds of countries, even ours. I'm so sorry to say, Republic of Congo, Tanzania, China, Iran, Hong Kong, Kenya, Philippines, Afghanistan, Turkey, Colombia, Northern Ireland, Mexico. Likewise, the task force, typically in conjunction with our task force on the rule of law, has not been shy about speaking out on numerous occasions against actions by the U.S. government that undercut the independence of judges and lawyers, both abroad and domestically. Multiple statements, including opposing U.S. sanctions on persons working with
or for the International Criminal Court, specifically sanctions against ICC prosecutor Fatou Bensouda and others in response to the ICC's investigation into the situation in Afghanistan, including potential crimes by U.S. personnel. We've had statements condemning statements by President Trump that were in opposite to the rule of law and judicial independence in Poland. Supporting steps to strengthen, not weaken, America's immigration court system, including by establishing immigration courts as independent Article I courts. Expressing concern about a speech by then Attorney General Jeff Sessions decrying judicial encroachment and stating that judges who subject the executive branch to discovery are acting improperly, making them fairly subject to calls for their replacement. Calling attention to comments made by elected and appointed officials that denigrate our nation's judges. In particular, even comments made by Senator Charles Schumer of New York and urging all elected and appointed officials to avoid using inflammatory and intimidating language when speaking about the judiciary. And the list goes on and on. Those are just some examples of City Bar statements. And we have not let up since we have a new administration, the Biden administration. In recent years, the task force has continued to shine a light on the importance of judicial and lawyer independence. For example, urging the incoming administration to prioritize measures that will restore the independence of the Department of Justice as an agency that serves the public, restore an appropriate use of the presidential pardon power, amend the National Emergencies Act to establish better checks and balances between the executive and legislative branches, closing the military commissions at Guantanamo Bay and transfer those cases to Article III courts, and even rescinding the sanctions imposed on International Criminal Court officials. Finally, most recently, we publicly condemned the Biden administration's treatment of Haitian migrants at our southern border, which brings me to my third and final segment of remarks. The rule of law in the U.S. is significant, and the world is watching. I try to remind everyone of this. We have to be role models. We have to practice what we preach. My term as president of the New York City Bar Association has coincided with a global pandemic and shutdown, national protests against the police and the emergence of the Black Lives Matter movement, and a period of time during which we were not entirely certain that the U.S. would peaceably transfer power from one president to another. In my lifetime, it's been a rocky road. And in giving this presentation, I'm acutely aware that the first part of it discusses the importance of the rule of law around the world. But here, in this last part, I need to talk about our problems at home. And quite frankly, I'm very concerned because among the lessons the pandemic has taught us is the impossibility of living in isolation from the rest of the world. Threats to the rule of law in the U.S. are there on display for the world to watch. And these threats spread like viruses too if they go unchecked. Wherever they occur, human rights abuses, gender-based violence, economic privation, migration, disease, climate change, and mob violence are all threats to the rule of law and the social contracts that serve to bind our nations and our global community together. I'm telling you, my time's up. I'm almost done here. With this in mind, the New York City Bar is trying to stay vigilant and vocal in the U.S., and we're urging lawyers to lead the way. And given what we've been through, voting rights and the protection of free and fair elections has to become a top priority if we want to protect our democratic institutions and the rule of law. Okay, some bar associations balk at this idea and saying, oh, that's just way too political. But I firmly disagree. As a bar association, we're committed to remaining nonpartisan when it comes to supporting these principles. From the time leading up to the November 2020 elections through the January 6 riots at the U.S. Capitol and continuing through today, we've issued statements, conducted programming, and issued calls to action that focus on the actions being taken and words being spoken, not on the political party in power. With your continued indulgence, I'd like to summarize some of the statements we issue because I think that they're important principles undergirding the rule of law, but also because they show how important it is for lawyers to be vigilant and engaged on these issues, no matter their political party or the area of law in which they work. Bar associations can and should be helping lawyers to play this civic role. In summary, on November 18th, 2 days after the presidential election, when we knew we were facing
long months ahead of contests, challenges, and false rhetoric, I issued a statement on lawyers and public officials' obligations during the presidential transition period. I urge lawyers everywhere, whether they were in private practice, sitting as judges, or serving as state or federal legislators, to carry out their duties with respect for the principles of law that are the foundation of our democracy. On December 24th, I issued another statement calling on all American lawyers to support the rule of law, cataloging the dangerous events that had taken place over the prior month, which falsely called into question the legitimacy of the U.S. presidential election result, despite evidence to the contrary. I applauded the bravery of the public servants, election officials, judges, and outspoken lawyers of both political parties who were trying to beat back the rhetoric and restore the public's confidence in the electoral process. I called upon our fellow members of the bar to step up, speak out, act responsibly in the best traditions of our profession. And I warned if we failed to do so, there is no guarantee that our democracy based upon the rule of law will endure for generations to come. Then came the riots at the U.S. Capitol on January 6th. Words cannot adequately express my emotions on that day. I was devastated. But with my city bar hat on, a mere 5 days later, I approved a statement calling for the removal of the president for betraying his oath to the American people. In addition to discussing the internal wounds of that day, I said, quote, our reputation around the world as a nation governed by law and not by would-be tyrants has been deeply damaged, unquote. As you know, President Biden was ultimately sworn in, but the repercussions of events leading up to and following the election are still palpable. As you also know, Americans are deeply divided on what the proper national response should be to what occurred, including with respect to the role lawyers played in those events. Of particular note, we did issue a statement supporting the New York court system's investigation of grievance complaints filed against former New York City Mayor and presidential lawyer Rudy Giuliani, based on his actions in court challenging the election results and his actions that contributed to the January 6th riot. The court in New York took the extraordinary step of suspending Mr. Giuliani's law license pending its investigation, saying it was doing so in order to protect the public interest. Remarkably, state legislatures are now passing dozens of new laws, which will make it harder to vote, and of great concern will empower legislators to override duly appointed election officials and interfere with the certification of election results. Whew! In the face of these ongoing actions, our Rule of Law Task Force and Election Law Committee issued an urgent report and call to action entitled, The Consent of the Governed, Enforcing Citizens' Right to Vote. And we're in the process of spreading the word far and wide to bar associations, law schools, law firm leaders across the country in an effort to inspire the legal profession to become more vigilant in its defense of democracy. So I say of this to underscore how important it is for lawyers around the world, including on their own domestic fronts, to be aware of how quickly threats to the rule of law build upon one another and create a domino effect. I think of this nearly every day as we look forward to our next round of elections in the U.S., and I pledge that the City Bar will remain vigilant to protect the rule of law. I hope that all of my sister and brother bar associations will do the same, because in the end, if we can't fix our own house, can we truly help to protect and advance these principles anywhere else? Thank you so much for listening. Thank you so much, Sheila, for your passionate report. I think all of us have been impressed by the strength with which you defend the rule of law. And we are looking forward for the moment of the questions, because, for example, I'd like to understand how these task force work, how they are nominated, which are their activity, if they promote, I don't know, publications or seminars and so on. But anyway, I do not want to anticipate that the time of questions will be afterwards. Now we have to go on with the speakers. And the second one is another important woman, is Laurence Krief. Laurence Krief, c'est avocat au barreau de Paris. Elle est inscrite également au barreau d'Israël comme avocat étranger. Elle n'est pas seulement membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, mais elle est la secrétaire de la Commission internationale. Donc, bienvenue entre nous. Elle est diplômée à Paris Nanterre et aussi à New York. J'ai des autres amis à Paris, en effet, qui sont très, très fréquemment
inscrits à l'Université de New York. Donc, c'est une habitude des grands avocats français d'avoir la double université, aussi à l'Université de New York, en droit des affaires. Et voilà, donc, elle est importante, elle exerce en qualité de spécialiste en droit pénal, droit de famille, droit de personne et droit de leur patrimoine. Et depuis plus de 10 ans, elle développe un exercice professionnel intégrant les modes alternatifs de résolution de différends, que c'est très important pour éviter un peu d'exagération de travail dans la justice ordinaire. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de te donner la parole, Laurence, s'il te plaît. Merci beaucoup. Le micro marche? Mr. and Mrs. President of Paris of Bar Association, Monsieur et Madame les bâtonniers, dear colleagues, chers confrères, chers consoeurs, I would go on in French because I think the ADN of the UIA is that the three languages are respect and put in practice. So I would go on in French. So maybe you should have to. So, c'est un honneur d'intervenir cet après-midi au nom du barreau de Paris en remplacement de Olivier Cousy, notre bâtonnier, qui a été retenu en raison d'une actualité brûlante relative au secret professionnel. C'est un grand honneur et une joie d'être invité ainsi par l'UIA dans le cadre de l'organisation de ce merveilleux événement en présentiel. Rappelez-vous, l'an dernier, le congrès de l'UIA avait lieu dans un contexte particulièrement trouble. Chacun de nos pays affrontait alors une crise sanitaire d'une violence inédite. Nos concitoyens, nos économies, nos administrations étaient sous tension. En France, pour parler de mon pays et pour entrer dans le vif du sujet, le gouvernement avait choisi de placer le pays sous un état d'urgence sanitaire, un régime exceptionnel, pourtant toujours en vigueur un an plus tard. On l'évoque régulièrement, mais il est intéressant de s'arrêter sur ce qu'est un régime sanitaire, car il intéresse directement les échanges que nous avons aujourd'hui. Concrètement, l'état d'urgence sanitaire autorise notamment le Premier ministre à prendre par décret des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de se réunir et prévoit aussi des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions. En somme, l'état d'urgence autorise l'État à aller à l'encontre de certains de nos droits et libertés les plus fondamentaux sous prétexte de nous protéger. Un an plus tard, alors que le pic de l'épidémie est derrière nous, nous vivons en France toujours sous ce régime d'exception. Sommes-nous en train de nous habituer à cet encadrement respectif? Et dans ce contexte, qu'en est-il de l'état de droit? En tant qu'individu, se poser ces questions, c'est faire acte de citoyen. En tant qu'avocat, il s'agit d'aller plus avant, d'analyser les réalités en droit de ces mesures. Je parle de la France, mais cet événement qui nous réunit aujourd'hui révèle que dans chaque pays, la pandémie de Covid-19 a encouragé les gouvernements à faire des entorses dans le contrat. Qu'importe le continent où l'on vit, le fuseau horaire sur lequel nous travaillons, nous sommes tous confrontés à cette réalité difficile à cerner car protéiforme, mais que nous pouvons aisément nommer l'état de droit est partout en péril. Ceci posé, le temps doit être consacré à l'action. Dans ce contexte, défendre des barreaux indépendants, un droit absolu de la défense, est une priorité. Nous devons à nos concitoyens de résister avec force. Chez nous, bien sûr, mais aussi au-delà. Et c'est la tradition du barreau de Paris, et c'est la conviction avec laquelle nous avançons. Notre solidarité est la condition de cette force. Nous devons nous tendre la main. C'est pour cela d'ailleurs que le barreau de Paris a tenu à créer un programme, le programme Répit fin 2020. C'est un programme d'accueil à destination des avocats menacés. Depuis janvier 2021,
nous sommes en mesure d'accueillir pour une durée de 15 jours à 3 mois tous les avocats ayant besoin de s'éloigner un temps de leur pays. À ce titre, nous accueillerons avant la fin de cette année une consoeur malgache et un confrère haïtien. C'est dans ce projet inédit que ce projet inédit s'inscrit dans une tradition française qui est celle de l'accueil et fait référence effectivement à un programme qui existe déjà auprès des journalistes, le programme SOS Presse, développé par Reporters sans frontières, et le programme Pause, développé auprès des scientifiques par le Collège de France. Le programme Répit donc, du barreau de Paris offre à chaque avocat un refuge, et c'est le prix de l'indépendance et de la force dont nous avons tous besoin pour exercer. Vous le savez, le principe de la défense fait partie de l'ADN du barreau de Paris. Le respect du contradictoire, la lutte contre la corruption, l'assurance d'un procès équitable sont des principes avec lesquels nous ne devons pas transiger. Plus encore, nous défendons le principe d'autorégulation des barreaux, car plus nos institutions sont indépendantes et fortes, plus les avocats le seront. Concrètement, nous exigeons que les avocats puissent être jugés par leurs pairs en cas de défaillance, que le bâtonnier soit saisi lors des perquisitions chez les confrères ou encore que le secret professionnel soit respecté. On pourrait croire que ces grands principes tombent sous le sens en France. Pourtant, là encore, les menaces se font plus fortes. À Paris, un récent projet de loi, qui a à peine quelques jours, a remis en cause ce secret professionnel si cher à notre profession et constitutif de l'état de droit. Nous sommes d'ores et déjà à l'offensive, déterminés à ne rien lâcher. De même, en Europe, malgré l'action de la Commission européenne, l'intransigeance quant au respect des droits fondamentaux ne tient plus. À l'est de l'Europe, en Pologne notamment, le gouvernement poursuit l'adoption de lois menaçant l'indépendance de la justice. Les juges qui s'exprimeraient au sujet des réformes judiciaires introduites par le parti Droit et Justice peuvent désormais être sanctionnés. Plus grave, au travers d'une décision récente du 7 octobre 2021, le tribunal constitutionnel polonais récuse la primauté du droit de l'Union européenne, passe outre l'autorité de choses jugées et s'en prend à la Constitution même dont il est supposé être le gardien. En Biélorussie, les avocats engagés pour protéger les droits et libertés des citoyens qui manifestent sont victimes de menaces et d'arrestations. Nous ne pouvons pas abandonner nos confrères et c'est pour cela que dans le cadre du triangle de Weimar des avocats, aux côtés de nos confrères allemands et polonais, nous renforçons notre vigilance et nous nous posons en soutien et en lanceur d'alerte. Une délégation de l'Ordre des avocats de Paris, menée par Julie Couturier, qui prendra ses fonctions de bâtonnière de Paris le 1er janvier prochain, s'est rendue le week-end dernier à Berlin pour le premier sommet ouvert du triangle de Weimar des avocats, et sommet qui a rencontré un immense succès en ligne en traitant précisément des thèmes qui nous réunissent aujourd'hui et dont les questions étaient: comment les avocats et les professionnels du droit peuvent-ils mener le combat juridique et judiciaire en faveur de l'état de droit? Comment améliorer les textes pour permettre un encadrement des professions du droit favorable à l'autorégulation et à l'indépendance? Comment regagner les cœurs et les esprits de la population de plus en plus éloignée des grands principes qui garantissent pourtant leur liberté? Cette exigence dont nous nourrissons toutes nos activités en Europe, nourrit également nos activités de plaidoyer dans le reste du monde. Cet été, nous avons œuvré sans relâche pour trouver des solutions de repli à nos confrères afghans. Nous avons mobilisé nos instances, notre ordre, nos cabinets pour tâcher de répondre à l'urgence afin de permettre l'évacuation et l'accueil des avocats et magistrats afghans actuellement menacés de mort. C'est un dossier sensible et ardu auquel nous consacrons beaucoup d'énergie. Nous sommes d'ailleurs sur le point d'accueillir, en lien avec les pouvoirs publics, nos premiers réfugiés. Et je serais ravie ce soir, compte tenu de ce qui a été évoqué hier par Jackie Stockott,
de féliciter l'arrivée de Latifa Sharifi. C'est malheureusement le chemin est encore semé d'embûches et nous avons besoin de renforts. C'est pour cela que je tiens à rendre hommage tout particulièrement à la Banque mondiale. Ensemble avec le Conseil national des barreaux et la Law Society, nous avons construit le Law Society Compact and Forum for SDG 16, dont a parlé hier Jackie Scott. C'est une grande première, car les principes de l'état de droit et ceux de développement sont désormais liés. Il était essentiel que les barreaux du monde se soient associés. Vous êtes tous les bienvenus à bord de cette initiative lancée voici depuis au moins une année. Nous avançons donc dans la bonne direction, car le développement de nos sociétés, l'amélioration du niveau de vie de nos concitoyens participent par ricochet à notre indépendance et à notre force. C'est à cette condition que dans chaque pays, la défense continuera d'exercer son pouvoir et que les juridictions poursuivront leur travail. N'oublions jamais que l'avocat n'est pas un auxiliaire de justice, mais le ferment d'une société démocratique. C'est pour cela que nous ne devons rien lâcher. Au-delà de nos clients, c'est l'ensemble des justiciables que nous défendons lorsque nous prenons la parole et qu'avec eux, nous respectons les principes de l'état de droit. Nous comptons à cet égard mettre à profit la présidence française de l'Union européenne à l'échéance de janvier 2022 pour attirer l'attention de la population et des institutions sur ces enjeux d'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurence. Vous avez abordé des questions fondamentales, très importantes. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions, surtout, par exemple, sur le projet de loi qui menace la loi, qui menace le secret professionnel. Comment, en quelle mesure le nouvel projet de loi la menace? Et l'autre intéressant, c'était l'état d'urgence, liberté fondamentale, l'état de droit. L'autre point très important, c'était la solidarité et le programme Répit. Nous connaissons comme comité italien de l'UIA les difficultés pour faire arriver Latifa Sharif et donc nous sommes intéressés, je crois, tout l'UIA est intéressé à coopérer avec le barreau de Paris et pour organiser quelque chose pour vraiment aider les confrères afghans et les juges afghans à sortir d'un pays qui menace leurs droits fondamentaux. Merci beaucoup, Laurence. On passe, après deux femmes formidables, à trois messieurs, à trois confrères. Le premier de quels, c'est monsieur Amir Ali Nazir, qui vient de Hong Kong. Mr. Amir Ali is a solicitor admitted in Hong Kong and England and Wales, so in both law societies, practicing under the name and style of Nazirs. So this is law firm. Your principal area, Amir Ali, are dispute resolution and commercial law. And you chair the Society's Constitutional and Human Rights Committee, which is absolutely important for today's issue. You're the guiding working party, International Legal Affairs Committee, INNOTER Committee, Islamic Finance and Solicitors Indemnity Fund Limited. A lot of work, Amir Ali, a lot of work, sure. We are admired. And you're also Regional Secretary of Union Internationale des Avocats for China, Hong Kong, and neighbors countries. Thank you very much for your task. It's very difficult, and we appreciate a lot what you're doing for the UIA. Anyway, he's also on the Judiciary Rules Committee for the High Court and Court of Final Appeal, an alternative director of EBRAM. Please, Amir, let us know something about the rule of law. Thank you very much, Alan. Good morning, good afternoon, and for us, good evening. I'd like to start off with, firstly, Hong Kong's basic law. Article 89 says that the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights, and the International Labour Conventions as applied to Hong Kong before 1997 remain in force and are to be implemented in Hong Kong as they are now. And the rights and freedoms enjoyed by Hong Kong residents shall not be restricted unless, as prescribed by law, such restrictions shall not contravene
the provisions of the previous versions of the Basic Law. One other article I'd like to cite is a very important article for lawyers, which is Article 35, which is that Hong Kong residents have the right to confidential legal advice, access to the courts, choice of lawyers for timely protection of their legal rights, and interest for representation in courts and to judicial remedies. And that's part of our basic rights that we have. Enshrined in that particular article is, of course, the right to professional privilege, legal professional privilege, because not only are we bound by the common law principles on legal professional privilege, but also now it's enshrined in Article 35. And so if you're dealing with criminal law, you're going before the courts, you're going to the prisons to get evidence, you're going to collect evidence from your clients, wherever it is, then those rights are protected both under common law as well as the basic law. And in addition to that, I'd like to highlight the fact that our judiciary at the Court of Final Appeal, we invite judges from other common law jurisdiction, and I might say that's it's probably the only place in the world which invites judges from other jurisdictions who have been admitted in other jurisdictions to come and determine cases that come to our highest court on issues of importance everywhere. We have judges from Canada, from England, from Australia. Of course, there's much debate internationally about why those judges should sit on our courts, but they are an important part of our system of justice. There is also an element of leverage. Some of the judges who pass their judgments here will go back to England. No doubt they will be persuasive. But English court judgments, Australian judgments, Canadian judgments are persuasive authority in Hong Kong. And we follow them in our daily work before the courts. And so that too is an integral part of our rule of law. Now, within our rule of law, we've also got the basic law, we've got the Equal Opportunities Commission. Mind you, it's restricted to sex discrimination, race discrimination, disability discrimination, and family status discrimination, albeit there's only 4 areas. There has been a review, and the Equal Opportunities Commission is seeking to expand those areas. So we have discrimination ordinances, but they are limited, and we are looking into those. I highlight the fact that our judges sit independently. They sit alone, single judges, both from the Magistrates Court all the way up to the High Court, are single judges who sit alone. If you'd like to see how those judges approach the individual cases, the factual matrix, and then apply the law to the specific factual matrix, I would invite you to go to our website, which is judiciary.gov.hk, which has all the judgments. You have search facilities. You can choose any judgments on human rights. You will then see how the judge approaches. He sets out the basic facts. He sets out the issues before the court. He sets out the arguments of both counsel, sometimes an amicus, and then he sets out the rules, both local and international. He then adopts those rules from international provisions and cases as they apply in Hong Kong, and then gives a reasoned judgment. And if there's any doubt internationally as to the independence of our judges, I would invite members to look at the sound judgments. Some of them run for hundreds of pages. So that's one sense of the judges' duty that they have. Of course, in the Court of Appeal and the Court of Final Appeal, we have 3 judges and 5 judges, 1 or 2 of which are non-permanent judges from other jurisdictions. The Law Society, as you know, Hong Kong has always been in the public press internationally recently, and we've had our own issues. So I'd like to take members through some of the press statements that the Law Society has actually issued. Let me first take you to January 2021. I won't go through all of them,
This one result was from the fact that there was criticism about the Department of Justice wanting to appoint a counsel from overseas. There was much debate internationally about that. And the Law Society then set out a statement on the 27th of January 2021. And it reads, the Law Society expressed grave concern over interferences in Hong Kong's legal profession and criminal justice system. Such interferences threaten the independence of the legal profession and the criminal justice system and should cease. The Law Society reiterates the guarantees for the functioning of lawyers provided in the United Nations Basic Principles on Role of Lawyers, UN Basic Principles on the Role of Lawyers, namely governments shall ensure that lawyers are able to, and then it recites 3 provisions, able to perform all their professional functions without intimidation, hindrance, harassment, or improper interference. B, are able to travel and to consult with their clients freely, both within their own country and abroad. And C, shall not suffer or be threatened with prosecution or administrative, economic, or other sanction for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards, and ethics. And further, the power to control criminal prosecutions free from any interference is constitutionally vested in the Department of Justice under Article 63 of the Basic Law. And the Law Society strongly condemns any attempt to assert pressure to inhibit proper functioning of lawyers, contrary to the UN Basic Principles on the role of lawyers, and to interfere with the DOJ's power to control criminal prosecution in Hong Kong, contrary to Article 63 of the Basic Law. That was in January. Of course, we've had many issues. I'm just taking 3 examples. The second one is a statement issued by the Law Society in Hong Kong on the 31st of May this year, 2021. That was in relation to a judge who had given judgment receiving threatening calls, very vicious threats. And then the Law Society issued this statement. It says, the Law Society notes from media reports, because it had not heard anything but from the media reports, that on the 28th of May 2021, a district judge received threatening telephone calls after the judge delivered her sentencing decision in a case on the same day. The Law Society strongly condemns acts of intimidation or attempted intimidation against judges. Article 85 of the Basic Law provides that the courts of Hong Kong shall exercise judicial power independently, free of any interference. The constitutional role of judges is to apply only the law. Article 85 of the Basic Law states that the judges shall adjudicate cases in accordance with the law. The judicial oath taken by all judges require adherence to the law and safeguarding the law without fear or favor. We reiterate our confidence in the compliance by judges with their judicial oath and their impartial administration of judgment, justice without fear or favor. Intimidation of judges is not only a serious criminal offense, but also a threat to the judicial independence and the rule of law. Any attempt to pressure or influence judges in their decision-making process must immediately cease, and we urge all parties to respect the rule of law and the constitutional role of judges in upholding the rule of law. So that was with judges. Now, following that, there have been other complaints against judges, and the Chief Justice had actually set up now an advisory committee on complaints against judges. And just now, as I speak to you, I've just received notice that that committee has sat in respect of 2 complaints against judges. And so we now have a committee to even look at. If there's going to be a complaint against judges, there was again debate whether we should have a body that looks at complaints against judges, given the principles I've just cited about the independence of judges. But the Chief Justice felt that the rule of law is so important in Hong Kong that even if there is a complaint against a judge, and we actually have very strong codes of ethics, again, they're available on the judiciary website, that judges have to follow. So judges are bound by their code of conduct, not just when they sit in court, but also when they're outside of court. I remember once in a course dealing with difficult clients, and they had game theory,
And there were a number of judges in a different group, and they actually didn't participate in the game theory where it involved, even in a game setting, where it involved not telling the truth to the other side in a game theory setting, because they said that would, the individual judges within the group said that would be against their code of conduct. And that's the level at which our judges follow their code of conduct. I just wanted to highlight that. And because there's a need to protect our judges, and because they are the underlying foundation upon which our rule of justice is built in Hong Kong. And finally, we then had, I'll take this as a last example, we had criticism of a judgment dealing with an administrative challenge to the chief executive's request for Legislative Council of preliminary finding on the Lantau Tomorrow reclamation project. So where our airport is built, there's a reclamation project because we, of course, don't have land. And so we issued a statement, the Law Society, saying Article 85 of the Basic Law provides that the courts of Hong Kong Special Administrative Region shall exercise judicial power independently, free from interference, and analysis and reasoning on which a court makes a decision at all is all set out in detail in the relevant judgment. The decision-making process is open, transparent, and based on proper reasoning. Fair and constructive criticism may help improve the operation of the courts in Hong Kong. However, misleading and wrongfully directed criticism, if unchecked, can impact judicial independence and the operation of Hong Kong's common law within the one country, two systems. Whilst the freedom of speech should be respected, it is important for those who intend to make comments and those who read the comments regarding the court's decision to verify the full context in which a judgment was issued and to study carefully the reasoning set out in the judgment to make sure that whatever view they form is an informed view based on correct and verified information. There is a lot more that I can say. Hong Kong is criticized a lot. We, on a day-to-day basis, and the judges work hard towards maintaining the rule of law. There is always the political aspect, but rest assured that we do have our rule of law. But I look forward to questions, and I'll stop there, Aldo. Thank you. Thank you, Mirani, for your impressive speech and the interesting speech. I was particularly interested in the fact that you invite judges from other jurisdictions. And maybe a good question could be for later on, for the time of question, for the question time, to understand if maybe in the future you will be inviting not only from the common law country, but also from the civil law countries. Just to give an example, the Supreme Court of Israel, they use as precedents not only precedents of Israel, but from every other country in the world. They have a wonderful library with jurisprudence from US and France and Italy, Germany, everywhere in the world. They're very open-minded. I hope that Hong Kong could do the same in the future. Anyway, I'd like to go now, thank you very much again, Amiral, to the next speaker. The next speaker will be the bâtonnier Nguyen Kam Ga. I'd like to understand from Madrid if Nguyen Kam Ga is able to connect, or maybe I know that he sent a video just to be able to let his speech survive despite of problems in connection. I know because I have some connection problem as well, so I hope we will be able to stay with you until the end. But anyway, I don't know if we can maybe have the video of Monsieur Le Bâtonnier, or maybe he's in presence in Madrid. No, maybe he's connected. I cannot see he's connected, so I think we will use the video. Is it right, Madrid? I think this not answer is yes, hopefully. Anyway, now I'm presenting you Bâtonnier Nguyen Kam Ga. Is an interesting CV. He was bâtonnier de l'Ordre des avocats aux bâtonniers de Cameroun de 2015 au 2018 et aussi ancien président de la Conférence internationale des avocats de tradition juridique commune, la très connue CIB, et aussi président de la conférence des barreaux de l'espace OADA. Il a fait ses études pas seulement en Afrique, mais aussi à l'Université de Bordeaux,
où il a obtenu le diplôme d'études approfondies des sciences politiques, et à l'Université de Lille, dans le nord de la France, où il a obtenu la maîtrise de droit public et la licence de droit public. Il parle un considérable nombre de langues, pas seulement le français, mais aussi l'anglais et l'espagnol. En plus, il est spécialiste en droit de l'urbanisme, dans l'arbitrage international et dans d'autres domaines qui incluent les droits des contrats. Donc, nous avons les vidéos. Ah, j'imagine que j'ai parlé à moi-même et personne n'a entendu ce que j'ai dit. Alors, je voulais dire, si vous avez les vidéos de M. le bâtonnier Ngie Kamga, Madrid. Je sais pas, vous avez entendu les CV que j'ai lus ou vous n'avez rien entendu parce que j'avais... Oui, on a entendu, muy bien, muy bien. Ah, ok, parce que j'étais bloqué, il m'avait mis les blocs, donc vous avez entendu que ce que j'ai dit. Alors, j'attends de savoir de Madrid si vous pouvez faire partir les vidéos de M. le bâtonnier Ngie Kamga. Maria Eugenia? Ah, il est là. Vous êtes connecté, monsieur le bâtonnier. Quel honneur. Je crois que vous devez pousser sur le bouton. La Providence a malheureusement fait en sorte que je ne puisse être physiquement présent à notre congrès pour prendre physiquement part à ce Sénat. Même la participation en distanciel que j'avais envisagée est rendue impossible. Et j'espère que cet enregistrement contribuera à pallier les aléas. Nous sommes appelés à mener des réflexions sur la compréhension et la valorisation de l'état de droit. Je crois avoir compris à travers les 5 questions auxquelles nous sommes invités à apporter des éléments de réponse que nous devons sacrifier l'esprit théorique de la problématique pour plonger dans le torrent de la factualité, c'est-à-dire dans la réalité du droit, telle que les uns et les autres la vivent au quotidien. Est-il possible de faire de la casuistique sans définir, ne serait-ce que grossièrement, ce qu'est l'état de droit, notion qui peut être appréhendée aussi bien sous le prisme philosophique que sous le prisme politique ou encore juridique. La conception qu'avait Montesquieu de la séparation des pouvoirs me paraît être un bon condensé de l'état de droit, quel que soit l'angle sous lequel le concept est approché. Montesquieu a écrit, je cite, « Il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Puisque l'exercice imposé aux sénateurs oblige au pragmatisme, je m'en vais directement apporter des éléments de réponse aux questions sous-jacentes. Première question. Comment définir l'état de droit de façon qu'il soit compris et valorisé aussi bien par les citoyens que par les professionnels du droit et les politiciens? L'état de droit, mes très chers confrères, ne renvoie pas partout aux mêmes réalités. Ne voyez dans mon propos ni la défense de l'idée que l'état de droit serait une donnée écologique soumise à certaines pesanteurs sociologiques ou environnementales, encore moins une
volonté de tropicaliser le concept, loin s'en faut. L'état de droit, c'est tellement plusieurs choses à la fois qu'il est important de construire une matrice de ces ingrédients. Nous en avons dénombré 11. L'état de droit serait donc, en effet, celui dans lequel existent des règles, premier ingrédient, des règles non contradictoires, deuxième ingrédient, des règles possibles, troisième ingrédient, des règles compréhensibles, quatrième ingrédient, des règles certaines, cinquième ingrédient, publiques, sixième ingrédient, non rétroactive, septième, et une hiérarchie des normes, huitième. L'état de droit est également celui dans lequel sont organisées la sanction des règles matérielles, neuvième ingrédient, le contrôle de la hiérarchie des normes, dixième ingrédient, et le caractère général des règles, onzième ingrédient. En fonction du nombre d'ingrédients retrouvés, l'on doit être en mesure de dire si l'on est en présence d'un état de droit, une démocratie pour faire simple, ou en présence d'un état de non-droit, une dictature ou une autocratie pour faire simple, ou alors en présence de quelque chose qui ressemblerait à l'état de droit sans être l'état de droit, je dirais la démocrature, pour faire simple. Rendre compréhensible par les citoyens la définition de l'état de droit, puisque c'est cela qui est demandé aux sénateurs, c'est faire précisément le contraire de tout ce que je viens de faire. Rendre compréhensible pour eux la définition de l'état de droit, c'est la simplifier en agrégeant quelques ingrédients tout simplement. Sachant que pour des raisons bien compréhensibles, liées au bon fonctionnement des pouvoirs publics, les dispositifs institutionnels dans la plupart des États font en sorte que les frontières entre la fonction législative et la fonction exécutive puissent ne pas être étanches. Il est important de retenir comme critère majeur de l'état de droit l'indépendance du pouvoir juridictionnel auquel échoit le contrôle de la conformité des lois à la Constitution, de même que le contrôle de la conformité des actes administratifs et des comportements à la loi, entendus comme normes générales, permanentes et abstraites. L'état de droit serait donc celui dans lequel règne la primauté du droit, c'est-à-dire celui dans lequel tout le monde est soumis au respect du droit, du simple individu jusqu'à la puissance publique. Cette définition sera naturellement enrichie par les autres sénateurs présents à Madrid. Deuxième interrogation, comment soutenir au mieux les professionnels dans leur mission de représentation des clients de façon indépendante, sans interférence de l'État? Dans certains États, mes très chers confrères, les ordres d'avocats sont en mesure de faire entendre leur voix pour s'opposer aux velléités d'interférence de la puissance publique, même s'ils ne parviennent pas toujours aux résultats escomptés. Dans d'autres États, en revanche, la simple formulation d'une opinion dissidente n'est pas sans danger sur la sécurité des responsables des barreaux.
le soutien à apporter aux professionnels n'est pas le même dans les deux cas de figure. Dans les autocraties, et ce qui me préoccupe, ou alors dans les démocratures, il est important de contribuer par tous les moyens à obtenir ou à renforcer l'indépendance des ordres d'avocats, aussi bien par la consécration de cette indépendance dans leur statut que par des formations internationales. Des formations internationales, j'insiste, destinées à procurer des réflexes d'indépendance aux avocats qui exercent dans des contextes, disons, difficiles. Comment influencer au mieux un État autoritaire? Troisième question, par l'engagement ou par l'isolement? L'isolement d'un État n'a jamais contribué à y promouvoir l'état de droit, bien au contraire. Lorsque le bourreau et la victime sont enfermés dans une pièce, loin du regard de qui que ce soit, je ne suis pas persuadé qu'ils deviennent des amis et qu'ils prennent leur repas ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Dans les démocratures, des soutiens doivent être apportés au barreau et à toutes les organisations de la société civile pour les rendre audibles par les pouvoirs publics. Il s'agit de trouver des caisses de résonance à leurs interpellations. Par qui doivent être apportés ces soutiens à ces barreaux? Eh bien, en premier lieu, par les organisations internationales d'avocats auxquelles ils appartiennent, et même auxquelles ils n'appartiennent pas. Les soutiens doivent également pouvoir être apportés par les barreaux dotés d'une certaine indépendance dans les pays démocratiques. Quelle est la forme que peuvent revêtir ces soutiens? Je vois des actions de lobbying, je vois des actions de formation, et je vois des actions diplomatiques par des chancelleries interposées. Mais nous touchons là aux relations internationales entre États, sujet sur lequel je ne voudrais pas me risquer dans le cadre de ce Sénat. Comment appuyer au mieux nos membres dans leur travail de défense des intérêts de leurs clients dans une juridiction où l'état de droit est considéré à risque? Bien, mes chers confrères, j'ai envie de dire, en venant défendre à leur côté, lorsque la loi le permet. Et si la loi ne permet pas de venir défendre à leur côté, alors l'appui peut consister à soutenir les défenses de rupture que les confrères mettront en œuvre et à relayer les comptes rendus des procès auprès de l'opinion publique internationale. L'appui peut également consister dans l'élaboration de plaidoyers pour que les institutions des pays démocratiques fassent pression sur les dirigeants des États de non-droit. C'est ici en général qu'interviennent les aléas de la realpolitik, où les intérêts géopolitiques ou simplement commerciaux peuvent l'emporter sur des considérations humanitaires ou droits de l'homiste. Les exemples foisonnent qui attestent de ce que l'état de droit
n'est pas toujours la première chose dont parlent les dirigeants des États lorsque des contrats commerciaux sont sur la table en attente de signature. Cinquième et dernière question. Comment soutenir au mieux l'indépendance des barreaux? Ce sujet doit être aussi vieux que l'Union internationale des avocats et sans doute est à l'idée, est à la naissance même de l'idée de cette union. Je répondrai simplement par des actions de solidarité, par l'organisation dans les États où cette indépendance est malmenée d'événements, de séminaires, de colloques, de symposiums, d'ateliers, où sera précisément mise en exergue cette indépendance. Soutenir l'indépendance des barreaux, c'est sans doute aussi distinguer les dirigeants des barreaux dont les actions attestent de leur détermination à obtenir l'indépendance de leur corporation. Ça mérite qu'on y réfléchisse. Un prix pourra être décerné, à l'instar du prix Nobel de la paix, pour instituer un prix de la défense, un prix de l'indépendance, à ceux des dirigeants des ordres qui auront fait preuve d'une telle détermination. Voilà, messieurs, et en vous réitérant mes excuses pour mon indisponibilité, les réflexions que m'inspirait le thème sur lequel les sénateurs étaient appelés à mener leurs réflexions. Je vous souhaite de fructueux travaux. Merci. Particulièrement pour être revenu un peu à l'origine de l'état du droit. Nous discutons, nous parlons toujours de l'état du droit, mais en effet, c'est important parfois revenir un peu à l'origine, à la définition aussi philosophique de ce concept tellement fondamental pour les démocraties et pour les avocats. Et aussi avoir rappelé qu'il n'y a pas d'indépendance des avocats sans indépendance du barreau et que la solidarité est à la base de l'indépendance des barreaux. Donc, on revient, si vous êtes d'accord, au dernier rapporteur. The last speaker of today is Arturo Pueblita Fernandez. Mr. President, he is the president of the Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, and he is also regional secretary, or Region 2nd, for the American Continental International Association of Lawyers, which is a global and multicultural organization based in Paris. He studied in the Universidad Iberoamericana in Ciudad de México and completed a specialty and also awarded a master's degree in tax law at the Universidad Panamericana in the same city. Mr. Pueblita also has been dedicated to litigation and consulting in tax matters and founded in 2011 the law firm Pueblita Abogados. Arturo, si te gusta. Muchas gracias, Aldo. ¿Se escucha ya? Sí. Hola, Aldo. Muchas gracias. Thank you all. I'm very proud to be here. Thank you to the UIA to the opportunity to participate in this Senate of the International Senate of Collective Members. I will speak in Spanish. Les agradezco mucho a todos ustedes la oportunidad de estar acá. Es importante el tema sobre el cual vamos a hablar, del objetivo 16 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y a mí me llama mucho la atención la disparidad que existe entre los diferentes sistemas jurídicos a nivel mundial respecto a la protección de los derechos humanos.
Estamos todos arriba de un mismo barco, estamos todos viviendo en un solo planeta y, sin embargo, tenemos diferentes categorías de personas. Tenemos la primera clase, la segunda clase, la tercera y la cuarta clase. Y si se nos hunde el barco, tenemos el grave problema que nos hundiremos todos juntos. No podemos seguir permitiendo que existan estas distorsiones y tenemos que pensar en encontrar como humanidad y nosotros aportar también como abogacía. Tenemos que fomentar el desarrollo sustentable en los diferentes niveles y lugares que forman parte de nuestro planeta. Como bien lo mencionaba Aldo, yo además de ser presidente del Colegio de Abogados de México, soy secretario regional de la Unión Internacional de Abogados y quiero centrar las palabras que les quiero decir ahora específicamente en lo que está sucediendo en América Latina. Las condiciones para la realización de las actividades, la vida diaria, la violencia que se vive en muchas de las regiones de los países que conforman América Latina es algo que debe de preocuparnos. A lo mejor es algo que mediáticamente hablando no es tan impactante como lo que puede estar sucediendo en otras latitudes del mundo, en donde hay una guerra franca y abiertamente declarada. Sin embargo, en la región de América Latina existe también una guerra de bajo impacto mediático, pero con un altísimo costo de vidas y que está generando también una gran cantidad de desplazamientos, de refugiados que están huyendo de la violencia generada por el narcotráfico. Y en donde además hemos visto una romantización de la narcocultura, que se hacen series y se habla como si fuera algo cotidiano y algo exótico, pero en realidad eso le está costando la vida a cientos de miles de personas y está costando también el desplazamiento de millones de personas de los lugares en donde nacieron y donde tienen su centro de actividades y su centro de intereses vitales, su familia, su casa, absolutamente todo, y lo están perdiendo justamente por la violencia generada a través de estos temas de la narcocultura, del narcotráfico y de la violencia que esto genera. Uno de los temas fundamentales de este objetivo 16 de desarrollo sostenible de Naciones Unidas tiene que ver con el combate a la corrupción, tiene que ver también con la independencia de los jueces y de los abogados. Y en ese sentido también es algo muy importante que nos tenemos que plantear, que es el acceso a la justicia en estos países de América Latina. No generalizo, no es algo que suceda en todos los países e incluso dentro de los países no es algo que suceda dentro de todas las divisiones territoriales, pero hay focalizados lugares en donde existen estados paralelos, en donde justamente los grupos del crimen organizado son quienes controlan el territorio, las actividades económicas y la vida también de las personas. Y no nada más es un tema de la venta de drogas, sino que esto deriva también en un cúmulo importante de delitos que se están sucediendo todos los días. Y tenemos que levantar la voz también respecto de la simulación que existe en muchos de los países respecto al combate a este fenómeno del crimen organizado. En realidad, en muchas de las ocasiones, los mecanismos internacionales creados y desarrollados para combatir el financiamiento a este tipo de instituciones criminales está siendo utilizada más para combatir a la oposición política, a quienes levantan la voz y critican lo que está sucediendo en estos países. Se vuelve por ello muy importante que en este foro de la Unión Internacional de Abogados nos pongamos a platicar sobre lo que está sucediendo en las diferentes latitudes. Y les decía, no podemos seguir pensando que tenemos diferentes categorías de seres humanos. Los seres humanos somos todos absolutamente iguales. Y ahí tenemos un problema jurídico en el mecanismo diseñado para poder mantener y respetar los derechos fundamentales. Tenemos los derechos humanos, uno de sus principios básicos, que es la universalidad, y sin embargo tenemos una Corte Europea de Derechos Humanos, tenemos una Corte Africana, una Corte Interamericana,
que cada una va a establecer los criterios y parámetros sobre los cuales se va a interpretar y entender lo que son los derechos fundamentales. Ciudadanos de primera, de segunda y de tercera regionalmente en el mundo. Y esto no debe de suceder así. Mientras que en Europa, por ejemplo, en las Cortes de Derechos Humanos se están tratando temas que tienen que ver con la libertad de empresa, con la libertad de mercado, con derechos fundamentales que son mucho más desarrollados. En América Latina, por ejemplo, en la Corte Interamericana se sigue hablando mucho de desapariciones de personas, se sigue hablando de los controles políticos para oprimir y mantener reprimida a la gente en los diferentes países. Y además esto nos genera un doble efecto. Por un lado se empiezan a desarrollar criterios y jurisprudencia internacional de protección de derechos fundamentales en un estándar europeo, y por el otro lado tenemos otros dos estándares, cuando eso no debiera ser así. En donde se encuentre el mayor grado de protección de derechos fundamentales en el mundo debe ser aplicable a un ciudadano de cualquier país del orbe. No se puede estar estableciendo diferenciaciones en función de las regiones. Por ese motivo, en el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México hemos echado a andar un proyecto muy interesante que es el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, y en donde me gustaría invitar a participar a los miembros de la Unión Internacional de Abogados. ¿Y qué es este observatorio internacional que hemos echado a andar en nuestro colegio? Se trata justamente de un mecanismo internacional que está organizado por la abogacía mexicana, a través del cual se estará realizando una investigación y un seguimiento de los fallos y resoluciones en los diferentes tribunales internacionales en materia de derechos humanos, para conocerlo, sistematizar la existencia de estos diferentes estándares y en su momento, cuando se esté discutiendo en alguna otra corte de derechos fundamentales a nivel internacional, a través de la presentación de alegatos de estos amicus curiae, presentar esas sentencias y presentar argumentos para dar a conocer que ya existe en otra latitud un derecho fundamental reconocido, interpretado y con un alcance específico. De esta manera, lo que estamos buscando es aportar también, a ayudar a eliminar esta brecha en la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. Para poder combatir, además, este fenómeno que termina lacerando regiones completas de la región latinoamericana, que genera una gran cantidad de desplazados, tanto de Centroamérica como de México, que muchos de ellos terminan yendo hacia Estados Unidos, es el camino natural que tenemos, que se hacen caravanas migrantes, y yo los invito a que busquen en las noticias de decenas de miles de personas que se van caminando desde sus países en Centroamérica, que tienen que cruzar México, que van en condiciones de mucho peligro, que viajan niños en condiciones verdaderamente inhumanas, que viajan absolutamente solos, y que eso lo están haciendo porque las familias prefieren que se enfrenten a un camino larguísimo de cruzar 3, 4, 5 países para poder llegar a Estados Unidos, mientras que ellos saben que si se quedan esos niños en sus propias ciudades o en sus propias poblaciones, corren el riesgo de morir en manos de la violencia o de ser enganchados por el crimen organizado. Ahí también se debe hacer un llamado muy importante a lo que está sucediendo con las armas con las que estos grupos criminales están matando a los ciudadanos de América Latina. Son armas desarrolladas y fabricadas principalmente en países de primer mundo. Debe existir una agencia internacional que regule la producción y que tenga registrados. Esto no puede ser más un problema focalizado en el país donde se producen. Debe haber una agencia internacional que se encargue de darle seguimiento y de rastrear todas las armas que están siendo utilizadas para ser suministradas en cualquier tipo de conflicto, sea un conflicto político, sea un conflicto racial o sean destinados para el crimen organizado. No podemos seguir pensando que con la regulación doméstica en cada uno de los estados es algo suficiente para poder parar este tráfico de armas internacional, porque les decía, con este fenómeno se terminan dando muchos otros fenómenos: la trata de personas, la esclavitud de personas, la utilización de personas también para extraerles órganos y hacer mercado con ello. Es algo que debe de llamarnos la atención y que no podemos permitir de ninguna manera como abogacía
que siga sucediendo. En la región de América Latina tenemos a la Organización de Estados Americanos como un órgano regional que se encarga de coordinar a los países en la toma de decisiones y en el debate de las cuestiones públicas. Sin embargo, en muchos sentidos está rebasada. Hace un buen trabajo, funciona bien en muchos aspectos, pero es insuficiente. Algo que podemos ver de lo que sucede en Europa, de esta interconexión que se da entre los países, el hecho de poder establecer mecanismos de comunicación y estándares para el funcionamiento de los diferentes países, es algo que no hemos logrado articular en el continente americano y donde existen, incluso en países como el mío, unas distorsiones en donde hay unos cuantos que tienen mucho y hay muchos que tienen prácticamente nada. Y eso es algo que también se debe de combatir. En el sistema interamericano, específicamente en materia jurídica, tenemos una Comisión de Derechos Humanos que sirve como antesala para el estudio y el acceso a lo que posteriormente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un sistema que funciona muy bien, que tiene jueces nombrados por los estados y que resultan ser jueces independientes, valientes, y que prácticamente sin recursos públicos están realizando su labor. Es de llamar la atención que estos jueces de la Corte Interamericana no son de dedicación exclusiva, básicamente estamos hablando de profesores universitarios, muchos de ellos con experiencia como jueces constitucionales en sus países, y que el presupuesto de esta Corte Interamericana básicamente es cubierto por los países escandinavos, porque en muchos de los países de América Latina no existe una voluntad política real de financiar y de mantener un sistema que funcione, lo que implica que la cantidad de asuntos que se pueden ver en esta corte es verdaderamente pequeño y terminan siendo casos verdaderamente atroces y graves. Para terminar sobre esto, quiero hacer una aclaración. Lo que estoy platicando no es un reclamo. Todos los países y todos los pueblos somos responsables de las condiciones que tenemos. No estoy diciendo que esto sea algo causado por el primer mundo y que está afectando a regiones más desfavorecidas, no. Sin embargo, lo que sí quiero que quede claro es que para mí esto es un exhorto a la solidaridad, es una llamada de auxilio y es para que volteen a ver lo que está pasando en otros lados. Para hablar de desarrollo sostenible, tenemos que establecer también condiciones para el funcionamiento. Y otra cosa que está sucediendo en América Latina. A nivel de muchos de los gobiernos, lo que está pasando es que se trata de gobiernos que fueron democráticamente electos, pero que una vez instalados empiezan a debilitar las instituciones democráticas a través de reformas constitucionales, a través del establecimiento de nuevos sistemas legales, a través de apoderarse el poder ejecutivo y controlar el poder judicial, lo que de facto termina siendo en una dictadura, cuando originalmente se trata de personas que accedieron al poder a través de la democracia, pero que la dinamitan desde adentro con la finalidad de controlar muchas de estas posiciones. Y esto es algo que, si ustedes analizan, en diferentes países de América Latina ha estado sucediendo. Les agradezco mucho a todos su atención. Gracias. Gracias, Arturo, por tu intervención. Creo que está muy interesante, por lo menos tener dos cosas interesantes. Una, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, que está establecido por el Colegio de Abogados de México. Yo creo que, refiriéndome al problema que tú has evocado antes, es decir, que no está una conexión entre los tres tribunales de derechos humanos en el mundo, es tan importante que esto, Observatorio Internacional y la UIA también, pueden favorecer la creación de una conexión telemática entre las librerías jurídicas de los tres tribunales, de manera tal que cada juez puede acceder fácilmente al patrimonio de juzgados, de decisiones del otro tribunal. No sé. Pero, Dolores, es una otra pregunta, pero ahora es el momento de las preguntas y Rosa
Rosa, a ti de decirme si están, dejar algunas preguntas. Are there any questions, Rosa? Aldo, I don't know. Now we will see. I'm sure we will have a lot of questions. First of all, I would like to congratulate all the speakers for their enriching and interesting presentations. So thank you and for being here with us today and on the other side. And second of all, well, now is your turn to make questions or to share your views. So I don't know who would like to start with. Maybe Dominica Diaz? Oh, yes. Sí. No, mejor subes aquí, Dominique, porque esto no es. Rosa, preséntala, digues que és la presidenta de la federació. Sí, I would like to introduce you, Dominica Diaz. Sí, quiero presentaros, es un honor presentaros a Dominica Diaz, es la presidenta de la FBE, Federació Barroc d'Europe. Gracias. Merci. Merci. Alors, merci. C'est effectivement à la fois très intéressant et moi, ce qui me frappe énormément, c'est, allez, on va le dire, hein, l'appel à la solidarité, que ce soit de nos bâtonniers d'Afrique ou nos bâtonniers d'Amérique latine. Et ce qui est, je crois, fondamental, c'est que vous savez, on a toujours l'impression que nous, ici, on ne craint rien, que nous sommes protégés, que nous sommes dans des états de droit. Mais depuis ce matin, dans tous les ateliers où je suis allée, on peut constater que partout, l'état de droit s'effrite. Plus ou moins de manière importante. Bien évidemment, quand on vous entend parler, bien évidemment que la situation est beaucoup plus critique. Mais enfin, vous savez, ce qui se passe dans nos pays à nous, qui aurait pu penser, il y a quelques années, que nous le vivrions? La situation de la France, mais dans d'autres pays aussi, partout. On voit que les paroles libres et les avocats sont, pour le moment, les seuls à avoir une parole libre, à avoir des barreaux forts, et j'insiste là-dessus. Des barreaux forts, ça veut dire aussi des barreaux qui soutiennent leurs membres, qui, je trouve, se sentent un petit peu démunis et esselés. Donc, la solidarité. Et quand je dis la solidarité, ce n'est pas seulement avec vous. C'est entre nous et c'est une réflexion commune sur nos fondamentaux. Qu'est-ce que nous voulons que soit au XXIe siècle nos ordres et notre profession? Nous avons la chance maintenant d'avoir effectivement tous les systèmes de visio et autres qui nous permettent d'être en lien. Mais si nous n'avons pas ensemble, et c'est, disons, l'objet de réunions, que ce soit l'UIA ou éventuellement la Fédération des barreaux d'Europe, au niveau des barreaux d'Europe, si nous n'avons pas des réflexions communes et profondes sur ce que nous voulons, que soient nos barreaux et notre profession, nous continuerons à voir notre pouvoir. Parlons de pouvoir. Nous sommes dans un monde de pouvoir. Donc, parlons de notre pouvoir et dire que notre pouvoir va s'effriter. Il faut employer les mots. Donc, évidemment qu'il faut que nous allions dans tous ces pays. Mais lorsqu'on parle d'Afrique et d'Amérique latine, c'est aussi, allez, on parle de nous et de notre pouvoir mondial. Nous sommes dans un monde globalisé, pourquoi pas? Peut-être que c'est une force que nous allons avoir
Encore faut-il que, de manière ordonnée, en incluant tout le monde, tous les continents, nous puissions établir nos fondamentaux et établir un plan de bataille. Nous sommes en guerre. C'est ce que nos gouvernements nous disent pour la pandémie. Nous, c'est ce que nous disons pour la protection de l'état de droit. En conséquence, si nous sommes en guerre, choisissons nos généraux, choisissons des plans de bataille, ordonnés dans tous les pays du monde, avec des objectifs principaux. Et c'est aussi comme ça que nos confrères et nos consoeurs nous suivront. Si nous ne sommes pas comme ça, nous allons nous déliter et il n'en est pas question. Voilà ce que je voulais vous dire. Muchísimas gracias, Domenica. We have another question, I think from, if you could come here better, please. Indeed, Rosa, we have questions, but also the debate among the participants. Bien, Bernard Cahen, le doyen des présidents de l'UIA, je pense. Je voudrais simplement faire une observation courte, ou deux observations. La première, c'est que vous parlez beaucoup, tout le monde a parlé de l'état de droit. Mais l'état de droit, actuellement, est remis en cause. Je crois que nous ne pouvons pas considérer que c'est un état de droit admis par la société. La notion de droit de l'homme aujourd'hui, dans beaucoup de pays, elle est remise en cause. Si l'on prend les philosophes américains, tout ce courant néo-américain qui est né, qui se répand dans les universités et qui se répand en Europe actuellement, c'est une remise en cause des droits de l'homme et de l'état de droit. Donc je pense qu'il faut absolument ne pas oublier ce combat fondamental qui est la défense de ce qui existe actuellement, qui évoluera évidemment avec le temps, mais je pense que ça reste notre combat principal. La deuxième observation que je me permets de faire, c'est que je ne crois pas qu'on puisse mettre en exergue, comme tu viens de le faire, les barreaux d'Europe. Les barreaux d'Europe ne sont pas les meilleurs. Quand on voit ce qui se passe en Pologne, quand on voit ce qui se passe en Hongrie, quand on voit ce qui se passe maintenant en France, on n'a pas de leçon à donner, au contraire. Et il y a des pays comme le Brésil, où le barreau était très fort. Le barreau a réussi ce que nous n'avons jamais réussi à faire en Europe, à faire tomber un gouvernement, à faire tomber les dictateurs pour mettre un État démocratique. C'est le barreau brésilien qui avait réussi cela. Nous ne sommes pas capables de le faire. Donc il faut absolument aussi déterminer quelle est la place du barreau. Est-ce que le barreau doit rester le strict défenseur des droits des avocats, ou est-ce que le barreau doit effectivement intervenir dans la notion des droits de l'homme, dans la notion de la défense de la démocratie? Je crois que ce sont des questions fondamentales qui doivent être posées avant de rentrer dans les détails qui ont été très bien traités par tous les orateurs. Merci. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Soy Nujat Ponce, de México. Yo tengo una pregunta para el panel. ¿Qué creen que podamos hacer, desde la abogacía internacional organizada para asegurar la vigencia de los regímenes democráticos en América Latina? Por favor. Muchas gracias y felicidades por el panel. Bueno, pues muchas gracias, Nujat, y gracias a todos y al panel, por supuesto. Creo que, me gustaría escuchar también qué otras reflexiones hay, pero creo que justamente lo que estamos haciendo aquí, y esto pues tal vez lo conectaré ya con las palabras de cierre, tomando en cuenta que es la función que tendré ahora y esperando poder contestar a la pregunta. Estamos en guerra, madame, efectivamente, y nuestras armas son las leyes, y son las que tenemos que utilizar. Y vemos que estamos ante realidades distintas, sin duda, con problemas comunes también.
Los desafíos y amenazas que hoy enfrenta la abogacía en algunos países ya los han padecido en otros o existen señales que pudieran anunciar su llegada. Entre los temas comunes que podemos identificar con estas ponencias, destaca que el Estado de Derecho está en peligro globalmente, que necesitamos por eso seguir trabajando por la independencia de jueces y de abogados, y que persisten las amenazas al secreto e independencia profesional, y ahí donde se amenaza a la abogacía, se amenaza a la ciudadanía y, por lo tanto, al Estado de Derecho. No cabe duda que en la construcción y defensa de este Estado de Derecho, la abogacía es una pieza fundamental, ya que somos los primeros intérpretes de la ley, la voz que representa a los ciudadanos ante la autoridad y los encargados del ejercicio del derecho de defensa de los gobernados. Por lo tanto, debemos permanecer por eso unidos y conscientes de nuestro papel en los objetivos globales para el desarrollo sostenible. La OEA, que posee un estatus consultivo especial ante las Naciones Unidas y participativo ante el Consejo de Europa, mantendrá a través del Senado Internacional de Colegios de Abogados y de los miembros colectivos una posición de observador e impulsará decididamente los esfuerzos de los colegios de abogados para promover y defender el Estado de Derecho con acciones concretas y responder así a la defensa de la profesión. Pasar, como ya se ha dicho, de la teoría a las acciones y que los resultados de estas reflexiones que aquí hemos tenido verdaderamente se materialicen. Nos tenemos unos a otros y los colegios del mundo estamos en el camino correcto si permanecemos en unidad, y la OEA, como organización global y multicultural, es un espacio insuperable para estos propósitos. Así es que, bueno, como una reflexión final y esperando si hay alguna otra pregunta, por supuesto, tenemos todavía unos breves minutos. De no ser así, pues, si no hay más preguntas, no sé, Rosa, si... Yes, we have another one. If you could come here, please, to the stage. Thank you. So, Stephanie Boyce, President of the Law Society of England and Wales. My question to the panel is, just thinking about Afghanistan, because we haven't touched on Afghanistan yet, and thinking about professionals, legal professionals, and the rule of law in Afghanistan, what your thoughts on that might be. Thank you. I would like to take the question. Situation in Afghanistan. Ah, la situation en Afghanistan. Yeah. Shayla, could you start answering about Afghanistan? Sure. I would simply say that I think it's very important that we be supportive of the lawyers and judges who are there. We must be vigilant and make sure that we stay in touch with them, that we watch what is happening there. I'm sure there are many lawyers who unfortunately may have fled the country as well. We need to make sure that we take their statements and that we have a clear understanding of what has been and is happening there in real time. We all must be very supportive of those who are trying to make sure that the rule of law will continue to exist in Afghanistan. So those are just my initial thoughts that I would offer. Thank you very much, Laurence. Je me réfère à ce que j'avais suggéré avant, qu'on va utiliser les programmes REPI pour aider un peu l'Afghanistan. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le programme REPI n'est pas tout à fait adapté à l'accueil des Afghanistans, puisque l'accueil des Afghanistans s'inscrirait dans une demande d'exil et de statut de réfugié politique en France. C'est un autre statut. Le programme REPI s'adresse aux professionnels du droit, donc magistrats, enfin précisément, particulièrement et prioritairement aux avocats qui ont besoin de sortir un petit peu d'une situation de menace ou de pression. Il est des cas, on a eu un cas de demande, par exemple, d'un Colombien ou d'un Nicaraguayen qui, au début, faisait une demande auprès du barreau de Paris
sur la base du programme REPI. Et très vite, lorsqu'on a étudié le dossier, ou très vite aussi, il est reconnu lui-même que les pressions étaient telles qu'après même 3 mois de repos en France, il ne pouvait plus envisager un retour. Donc en fait, un autre service a été saisi pour finalement monter un autre dossier sur la base d'un autre statut juridique. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir d'élargir un peu le programme REPI, ou faire un REPI européen pour permettre aux confrères d'Afghanistan d'avoir un peu de soutien par l'Europe? Le programme REPI est cofinancé et par le ministère des Affaires étrangères et par le barreau de Paris. Et on ne peut pas non plus accueillir tout le monde, puisqu'en fait, le candidat passe en commission, on doit s'assurer que celui-ci dispose d'un billet d'aller-retour, on budgète la totalité du séjour de l'avocat concerné qui ne paie rien, il est accueilli gratuitement et l'ordre, avec les subventions dont on bénéficie et de la participation de l'ordre aussi, accueille et finance la totalité. Mais on n'est pas là non plus pour permettre aux confrères qui appellent à l'aide c'est une autre procédure. Ce qu'a fait le barreau de Paris, en revanche, en collaboration avec la chancellerie et le ministère des Affaires européennes et des Affaires internationales, et c'est ce qu'on fait depuis le mi-août, depuis la chute de Kaboul, on a établi en urgence des personnes à l'ordre, et les permanents de l'ordre ont travaillé H24 toute la journée pour finalement dresser des listes, non des magistrats, non des avocats, donc tous les professionnels du droit qui appelaient au secours. Mais quand ils appellent au secours, ce n'est pas uniquement pour eux, c'est aussi pour leur famille. Donc on notait les noms, le nombre de personnes susceptibles d'être évacuées, et enfin surtout, on leur demandait de nous envoyer par WhatsApp ou par mail, par tout moyen, des éléments de preuve, des menaces, ou des intimidations ou des violences dont ils avaient été victimes, et on leur demandait de détruire ces documents une fois que le barreau centralisait et archivait ces documents de preuve des pressions exercées sur eux. C'était des moyens de les aider. Voilà. Merci, Laurence. I'm asking the eminent president of the Law Society in England Wales to intervene maybe in supporting this idea of creating an organization, European level for the moment, or US later on maybe, trying to help Afghanistan lawyers. If the president of the society is still there, of course. I think not. And Aldo, un segundo porque Domenica quería comentar. Dominique, wonderful. C'est très bien, Dominique, que tu interviennes. Aldo, je voulais rebondir sur ce que tu te disais et aussi qu'on fasse un constat. J'ai été frappée, puisque tout s'est arrivé le 15 août, j'ai été absolument frappée par notre impuissance et notre impréparation. Avocats, enfin, ne parlons pas des politiques, etc., mais parlons de nous. Je me demande s'il ne faut pas, et je pense que l'idée d'Aldo est excellente, je me demande s'il ne faut pas tirer la conclusion et des réflexions par rapport aux catastrophes qui se sont passées et chacun de son côté, les barreaux, les organisations, les sociétés civiles, on a chacun essayé de faire comme il pouvait dans un grand désordre sans vraiment avoir de moyens. Je me demande si il ne faudrait pas qu'au niveau des barreaux, et là aussi, par exemple, l'UIA est une organisation importante, donc du coup, avec des ramifications partout, il ne faut pas en tirer les leçons et réfléchir à ce qui pourrait être fait. Allez, peut-être un système d'abord de réfléchir en amont, deuxièmement d'avoir éventuellement des cellules dormantes d'avocats à travers les barreaux qui pourraient éventuellement s'activer, réfléchir à éventuellement une caisse commune pour aussi, et en fonction des contacts qu'on peut avoir dans certains pays. J'ai été frappée. En Espagne, il y a eu une grosse mobilisation avec certaines réussites. En France, extrêmement peu. Mais nous avions les chiffres. Nous savions, par exemple, qu'il y avait 225 femmes juges. Nous avions les noms.
mais une grande incapacité à faire quelque chose face à ces sauvages. Donc, je me demande s'il ne faut pas tirer la leçon de ce qui s'est passé pour, c'est pas facile, hein, mais c'est pas grave, pour réfléchir, de voir comment, au niveau justement de grosses organisations d'avocats, on ne peut pas créer des liens et pour que éventuellement, dans des périodes d'été, de Noël, enfin, ça se passe toujours à des moments où personne n'est mobilisé, immédiatement il puisse y avoir quelque chose qui se mette en route. Ça me semble fondamental parce que du négatif, on doit en sortir du positif. Dominique, je me permets de suggérer, tu es là sur place et tu peux organiser, lancer une sorte de motion, résolution du Sénat de barreau de l'UIA, dans ce sens-là, pour essayer d'organiser quelque chose de concret. Encore faut-il que les chefs soient d'accord. Ça n'est qu'une suggestion, mais ça me semble vraiment quelque chose d'important. Il faut en tirer une solution et il faut se mettre à travailler ensemble. Nous sommes forts et c'est aussi comme ça qu'on montrera notre force dans le monde. C'est à travers ça et pas en étant en position de défense. Dominique, just to translate for English-speaking people, because I think we spoke a lot in French. We are trying to set up a resolution or a motion by the Senate of the UIA, who are meeting in Madrid, in order to organize something, to set up an organization to help in concrete, really, the Afghani lawyers and judges. And we know it's difficult, but maybe with the help of the UIA and UIA IRO, so I suggested to involve, of course, Jacqueline Scott, to organize or to prepare there in Madrid, of course, a motion or resolution in this sense should be approved by the Senate of the lawyers or the bars present in the hall. Should be very interesting and important if you, Sheila, agree and Amiral agree. Muy bien. Aldo, muchas gracias. Ya estamos fuera de tiempo. Tenemos realmente una tarea muy importante. Creo que hay muchos temas que han quedado, sobre todo como tareas a futuro. Les agradezco mucho el tiempo. Gracias a los panelistas, a quienes estuvieron aquí en Madrid, a quienes se conectaron, por supuesto, en línea. Y bueno, pues continuamos con los trabajos y buenas tardes a todos.